Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Nous avons le plaisir, la joie d'accueillir ce matin Marc Petit, qui est en direct depuis le Canada. Nous avons échangé avec Marc depuis quelques semaines, voire quelques mois, et nous l'avons invité à nous partager sa vision prospective sur finalement qu'est-ce que pourrait être un pipeline ou des pipelines de fabrication d'animation pour le futur, à échéance de quelques années. Et je rappelle juste que Marc, qui a fait ses études à Télécom Paris Sud, a été ingénieur chez TDI, Thomson Digital, puis il a été responsable des projets spéciaux chez Softimage, puis vice-président d'Autodesk, puis vice-président d'Epic Games. Et son parcours lui permet quand même d'avoir une vision aiguë sur l'avenir de ces nouvelles technologies pour notre secteur. Bonjour Marc. Eh bien écoute, merci d'être présent, parce que je sais que chez toi, il doit être 3h30 du matin. Et donc, on apprécie beaucoup. Oui, je voulais commencer par m'excuser de ne pas être là. J'aurais vraiment aimé ça beaucoup, mais j'ai un conseil d'administration aujourd'hui à Montréal prévu de longue date, donc je n'ai pas pu me rendre avec vous. Et je vous rassure tout de suite, ceci n'est pas un pyjama, mais bel et bien une chemise carottée de bûcheron québécois en version bleue. Alors, si vous voulez, on est parti. Super. Bien. Alors, en fait, j'ai présenté le thème de l'intervention sur justement quelle pourrait être une vision prospective d'outils pour la production d'animation à échéance de quelques années, dans 3 ans, 5 ans. Et je te laisse donc la parole. On va commencer par un petit voyage dans le passé, assez personnel et donc forcément très biaisé. Et puis on va essayer de mettre la table pour parler un petit peu du futur. Moi, j'ai eu la chance de travailler en prod chez Ex Machina il y a très longtemps, et je suis devenu gestionnaire de produits chez TDI, où je faisais le lien entre la R&D et les clients. C'était pas toujours facile, on connaît les ingénieurs français. Et puis au début, à cette époque, c'était facile, il n'y en avait pas de pipeline, on faisait tout dans un produit qu'on personnalisait, la vie était assez facile. Et au fil du temps, les méthodes de production deviennent plus complexes, les outils se spécialisent, puis on commence à voir émerger ces fameux pipelines de production avec plusieurs outils. Et c'est là, en fait, où les problèmes commencent. J'ai rejoint Softimage en 1991, on se souvient, époque de Terminator 2. ILM avait été suivi à l'époque par les fonctionnalités d'animation de Softimage, puis avait décidé de continuer à modéliser dans Alias et d'animer dans Softimage et de calculer dans Randoman. Donc, c'était le début des pipelines outils assez complexes. J'ai mis une photo de mon ami et ancien patron Daniel Langlois, à qui je veux rendre hommage ce matin, malheureusement a été sauvagement assassiné il y a à peu près 1 an, et à qui on doit beaucoup dans le secteur de l'animation. Donc voilà, les problèmes commencent, je dirais, en 1992, et au cours des années 90, c'est les années folles, tout évolue à grande vitesse. Chaque année, on va au SIGGRAPH, on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Et pour moi, en 1990, The Matrix symbolise l'effervescence créative de l'époque. Kim Libery, John Gaeta, leurs équipes utilisaient Motion Builder, Softimage pour faire le bullet time, font déjà de la prévise avec de la photogrammétrie, ils inventent l'image-based lighting. Et là, on voit que la complexité du pipeline augmente de façon exponentielle, surtout avec les 2 autres épisodes de la série The Matrix. Tout le travail sur la performance, la capture de performance en 4D, les humains numériques, ça fait vraiment exploser les normes. Personnellement, en 2000, je quitte Softimage suite au rachat de Softimage par Avid. Puis en 2002, je rejoins Autodesk, où je m'occupe d'abord du Discrete Logic et puis de 3ds Max. Et puis en 2005, même si j'étais toujours le gars de Softimage dans mon cœur, je dois accepter la suprématie de Maya, et la prendre comme acquise. Et à ce moment-là, je propose à Carl Bass, le patron de Autodesk à l'époque, de racheter Alias et Maya et de créer la division médias et divertissement d'Autodesk pour nous concentrer justement sur la création d'un pipeline maison en utilisant le format FBX, qu'à l'époque je jugeais ouvert et intégré à cause du fait que le SDK de FBX était disponible gratuitement. Et donc, on crée la division média divertissement. Je dirais qu'un autre point d'inflexion pour moi, c'est 2007 avec Transformers. C'est pas que je sois un fan de Michael Bay ou de Megan Fox, mais pour moi, c'est un film qui symbolise beaucoup
l'utilisation de systèmes d'animation propriétaires de type Xeno, on se souvient des rigs super complexes d'Optimus Prime et de tout ça. Énormément de complexité dans les pipelines, l'arrivée de Mental Ray, en plus de Random Man pour faire du ray tracing, premier film qui a du ray tracing. Donc là, on arrive à un sommet, on voit arriver des outils d'assemblage de scènes, la complexité là explose encore. Et c'est évident à mes yeux, aux yeux de tout le monde, et puis surtout quand on vient de l'Europe, comme moi, il n'y a pas qu'ILM dans la vie, on voit que très peu de gens peuvent s'offrir en fait la R&D nécessaire pour faire ce type de pipeline. Et donc, je poursuis chez Autodesk la stratégie de créer un pipeline intégré avec tous les outils d'Autodesk et ouvert sur le reste du monde avec ce fameux FBX comme langage commun. Avec l'histoire étant ce qu'elle est, je me reconnais que j'ai probablement fait une grave erreur stratégique à l'époque en ne mettant pas FBX dans le domaine de l'open source. On part écrire l'histoire, Dieu sait ce qui serait produit si on avait réussi à faire ça, et si on avait réussi à créer une vraie communauté de développement autour du produit. Mais au début des années 2000, l'open source n'était pas ce qu'il est devenu. Je dirais que pour la milestone suivante dans mon esprit qui a été importante, c'est le début de la guerre du streaming et l'arrivée des effets spéciaux qualité cinéma à la télévision, sur des budgets télé, avec la pression budgétaire qui vient avec. Et ça, c'était toujours une tendance qui était importante pour nous parce que ça forçait tout le monde d'avoir un nouveau regard sur l'efficacité du pipeline et donc sur les budgets. Donc, ironiquement, je continue à pousser pour faire un pipeline intégré et ouvert via FBX chez Autodesk qui recommande de compléter le pipeline. Accepter que le cheval sur lequel on avait misé pour le rendu Mental Ray n'était pas la bonne solution et donc recommander l'achat d'Arnold à l'époque qui était la star montante et aussi de commencer à s'intégrer dans le processus et de recommander l'acquisition de Shotgun pour tout intégrer. Ça me sera refusé, ce qui a provoqué mon départ d'Autodesk en 2012. Comme vous le savez, Autodesk finira par acheter Shotgun en 2014 après une tentative avortée de créer un produit compétitif et achètera Arnold en 2016. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, l'industrie s'organise autour des formats open source avec deux ambitions qui sont de s'autonomiser par rapport aux éditeurs de logiciels, bien sûr, donc ce fameux vendor lock-in, essayer d'éviter ça, et aussi de gérer la complexité croissante des pipelines. Donc en 2010, c'est un moment clé, ILM et Sony Picture Imageworks, à l'époque Richard Karris et Rob Brito qui étaient chez SPI, décident d'unir leurs efforts et sortent le format alambic, qui est un format qui permet donc de transférer des données assez simples, mais de gérer la complexité des données à transférer. Et je pense que ILM avait open sourcé OpenEXR en 2007, si je me souviens bien, qui est un format d'image, mais là, c'était vraiment Alambic, c'était vraiment le moment important dans l'histoire du mouvement open source, qui mènera plus tard, comme c'était pas vraiment un outil d'échange de scènes, à la création de USD par Guido Caroni chez Pixar quelques années après. Et puis, toute l'évolution de l'industrie au niveau de l'open source qui va amener en 2018, en fait, la création de Academy Software Foundation avec toujours Rob Brito, toujours la même équipe, David Morin aux manettes. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de création de ce groupe-là. À l'époque, j'étais le représentant d'Epic Games, donc j'étais au conseil d'administration Academy Software Foundation. Et si les librairies open source sont un bon outil pour faire de la production, parce que tout le monde se partage des librairies, ça ne vient pas sans son lot de problèmes. Mais en fait, ce dont les éditeurs logiciels ont plus besoin, ce n'est pas d'une implémentation partagée, parce qu'ils veulent se concurrencer sur la qualité de l'implémentation. Ils ont plus besoin d'un standard et d'une spécification. Donc, c'est ce que Chronos avait fait avec GLTF, de définir un bon format très efficace pour transporter des données 3D. Et c'est ça qui a mené en 2022 à la création de l'Alliance pour OpenUSD et donc la transformation sous l'impulsion de NVDA, la transformation de USD qui est en cours encore, entre une librairie open source pour devenir une spécification et donc que tout le monde puisse se concurrencer sur les implémentations. Ça a amené une autre série de problèmes.
quand on a vu ça venir, que si jamais USD et GLTF prenaient des voies différentes au niveau de leur choix technologique, par exemple au niveau des matériaux ou au niveau des structures d'animation, toutes ces choses-là, il y avait un risque de divergence profonde puis de se retrouver dans l'industrie avec deux standards, les gens du divertissement sur USD et puis les gens du web et du e-commerce et de l'architecture sur un autre format. Donc en 2021, avec Patrick Cozzi et Neil Trivett, le président de Chronos, on a fondé le Metaverse Standard Forum, qui est une entité qui est là pour synchroniser les standards. On n'est pas là pour définir quel standard va gagner, mais on s'assure que, on l'a fait par exemple pour les matériaux autour de USD GLTF, qu'il y a une compatibilité des standards et qu'on puisse se convertir de l'un à l'autre sans perdre de données. Les standards, ce n'est pas de l'innovation technologique. Le standard, c'est un véhicule de commodétisation, donc c'est logique de penser que les développeurs de standards veulent implémenter la solution qui marche pour tout le monde. Donc, c'est une organisation qui marche bien. L'adhésion est gratuite. Je vous enjoins à y contribuer et à y participer parce que ces standards, particulièrement quand le temps réel 3D se répand sur l'Internet pour nous donner ce fameux métavers, c'est un sujet important. La présence de standards, on se souvient, était à la base du web, mais ce serait le sujet d'une autre présentation que j'ai déjà donnée plusieurs fois. Et donc, voilà les standards et l'importance de l'open source. Pour mémoire, une belle image générée par l'intelligence artificielle. L'autre grande révolution prometteuse à l'époque, mais qui a donné des résultats mitigés, c'était le cloud. Les solutions cloud vont arriver. Mais ça va s'avérer très cher et ça ne va pas donner les révolutions que tout le monde s'attendait. Ce qui est intéressant, c'est que 10 ans plus tard, en 2024, Autodesk avec Flow mise maintenant sur des solutions complètement cloud pour servir les pipelines avec des solutions clés en main qui sont ouvertes. Alors, on va voir, c'est tout nouveau. L'histoire nous dira si c'est la bonne formule, mais on retiendra quand même que à cette époque, l'impact du cloud, au début des années 2010, on y croyait beaucoup pour toutes les solutions de pipeline. Mais ça ne s'est pas avéré exact. Et je pense qu'à partir de 2010, on a vu, puis là, il y a eu donc, la guerre du streaming, il y a eu beaucoup de travail dans l'industrie, beaucoup plus. L'industrie qui grossissait à peu près à 10% par année s'est mise à grossir à 25%. Et donc, ça a été une période assez fabuleuse. Mais par contre, en termes de pipeline, ça a été une période en fait, de stabilité. Il n'y a pas eu de grands progrès ou de grands changements, à part l'arrivée de Blender, qui est probablement une exception dans cette image. Et puis, on le voit à travers l'adoption relativement lente quand même de USD, que c'est bien USD, ça aide à simplifier les pipelines, mais ça n'apporte pas de nouveautés fabuleuses. Pour moi, et puis je dis ça tout de suite, c'est probablement un point de vue très biaisé, ça va prendre la montée en puissance des GPU et l'arrivée du temps réel pour faire bouger les lignes dans les pipelines d'animation. Donc, au niveau personnel, à partir de 2015, j'ai commencé à consulter pour Epic Games. Puis en 2016, j'ai pris femme et enfants. Et j'ai fait une chose que j'avais dit que je ne ferais jamais, qui est de déménager aux États-Unis. Et j'ai rejoint Epic à temps plein, en particulier pour travailler avec Kim Librairie, qui au fil des années était devenu un ami et un visionnaire important. Et on s'est mis au travail et on est arrivé au SIGGRAPH 2017 avec deux belles preuves de concept pour l'utilisation d'un moteur tel qu'Unreal Engine dans les pipelines pour faire de l'animation. C'est la première fois qu'Epic était exposant à SIGGRAPH, donc ce SIGGRAPH 2017 pour nous c'est important. Et on est arrivé à Los Angeles cette année-là avec donc deux choses. Un, c'est Zafari, qui était fait par Digital Dimension à Montréal, qui était un pipeline d'animation traditionnel avec du Max pour les personnages, du Maya, mais par contre, tout ce qui se passait après l'animation, l'assemblage de scènes, même au début la prévise, le layout, tout se faisait dans Unreal Engine, tout se faisait en temps réel avec le rendu final. C'était vraiment une belle leçon, une très belle histoire. Et nous, en parallèle, à l'époque, Epic avait un jeu qui s'appelait Fortnite, mais en août 2017, c'était pas Fortnite Battle Royale, c'était Fortnite Save the World, mais on est arrivé aussi grave avec un trailer cinématique pour ce jeu, Fortnite Save the World, qui deviendra Fortnite Battle Royale quelques semaines et quelques mois plus tard, qui tournait à 24 frames par seconde sur un GPU
et qui offrait quand même des effets visuels. Je vous invite à le chercher sur YouTube et à le re-regarder pour rafraîchir votre mémoire. Et donc, qui signalait la direction qu'un moteur de jeu allait être capable de livrer ce type de qualité. Safari et le Trail Fortnite étaient tous les deux des pipelines basés sur Alembic. On crée l'animation dans Maya, qu'on envoyait dans Unreal à travers Alembic. Le pipeline, depuis, a évolué pour supporter USD. Mais c'était un moment charnière et où on a vu donc, on a pu valider quand même que d'avoir un outil dans le back-end du pipeline qui fait le rendu en temps réel, qui permet qui a une timeline qui permet de valider des décisions éditoriales, etc., améliorait beaucoup le workflow. Je vous dirais que l'adoption de ces choses-là a été beaucoup plus longue que je pensais, mais on va y revenir. Un autre moment important pour nous, c'était 2019, avec le travail sur The Mandalorian et l'arrivée de la production virtuelle. On se souviendra que Jon Favreau a fait beaucoup de travail sur Unity pour Lion King, mais il était frustré de la qualité visuelle qu'il obtenait, puis il voulait arriver à sa vision de générer l'image finale dans la caméra, sur le stage en temps réel. Donc, on a inventé, c'est intéressant parce que dans Lion King, ils se mettaient des casques de réalité virtuelle sur la tête pour participer à plusieurs sur l'assemblage de scènes. En fait, on a renversé le modèle, on a créé un aquarium d'écran LED, puis c'était comme si tout le monde était dans le même casque de réalité virtuelle. Donc, vous connaissez ces choses-là. Donc, ça va bien, ça continue à augmenter le momentum de Unreal Engine dans l'industrie. Je dirais même qu'à cette époque-là, surtout avec la pandémie, la notion de réalité virtuelle prend un peu le pas sur l'animation. Et justement, quand la pandémie frappe en 2020, c'est un coup dur pour l'industrie. On se souvient, beaucoup de productions se sont arrêtées. En fait, sauf ceux qui avaient des projets d'animation, mais tout ce qui avait de la prise de vue réelle a frappé un mur. Mais Epic va très bien parce que les gens sont chez eux, ils jouent beaucoup à Fortnite, donc on vit un regain de succès extraordinaire au niveau d'Epic. Et là, j'en ai profité pour aller voir Tim Sweeney et on a créé l'Unreal Fellowship à l'époque, je peux me souvenir, les programmes de compagnonnage pour aider les freelances à découvrir Unreal puis à se réinventer autour de ce nouvel outil. On s'était dit, si les gens n'ont pas de travail, on va les aider un petit peu financièrement, mais on va surtout professionnellement les emmener dans l'univers du temps réel, les emmener dans l'univers d'Unreal Engine. Donc, on a fait ces programmes de fellowship pareil sur YouTube, vous allez voir le travail. Les gens en 3 semaines, 4 semaines, arrivaient à faire des films de 30 secondes complètement. Donc, on était capable d'illustrer la diversité et de la valeur d'un outil pipeline, en fait, qui permet de faire quasiment tout de A à Z, tout en étant ouvert. Mais en parallèle à ce programme de fellowship très visible, j'ai embauché une dame qui s'appelle Karen Dufilo et on a créé un programme qu'on n'a pas publicisé, mais dont on a parlé après, en particulier à The View en 2022, qu'on appelait Unreal Short, qui consistait à inciter les pros du marché de l'animation à faire le saut avec Unreal Engine, avec une double proposition de support financier. On avait la chance à l'époque qu'Epic allait très bien et on a finalement supporté plus de 65 projets d'animation. J'espère que certains d'entre vous dans la salle ont eu l'opportunité de participer à ce projet. On avait des projets en France, que ce soit au niveau Mega Grant ou au niveau Shorts. Et on avait cette vision folle avec Karen de dire on veut gagner un Oscar d'animation avec Unreal Engine. Et donc, on a beaucoup travaillé. On avait la chance, j'ai dit, d'avoir des ressources. 65 projets. Et finalement, en 2023, le miracle se produit. Weta reçoit un Oscar pour War is Over. Je venais juste de quitter Epic à l'époque, mais j'étais quand même un moment intéressant. Le travail de Weta qu'on avait beaucoup supporté, que Karen avait beaucoup supporté avec la fondation de John Lennon. Un très, très beau film. Et pour moi, est aussi un hommage à Jacques Tardy. Ils ne l'ont jamais dit, mais quand on regarde l'esthétique du film et de la Première Guerre mondiale, moi, ça m'a rappelé beaucoup ce genre de choses. Et je dirais que le débrief de ce programme Unreal Shorts et puis de l'adoption d'Unreal Engine, c'est qu'on a quand même livré de belles capacités en termes d'agrégation, en termes d'éclairage, de rendu. Je pense que l'innovation, mes successeurs font un excellent travail au niveau de l'animation.
avec Control Rig pour offrir des solutions compétitives. Par contre, je dirais qu'avec le recul, un peu la déception, et c'est une vision que je partageais avec Kim, qui était d'inciter les gens qui font de l'animation, à utiliser les mécaniques de jeu et les mécaniques de simulation. Aussi d'arrêter un petit peu la dictature de la caméra et puis de découpler l'animation. Je sais que c'est peut-être une phrase hérétique, la dictature de la caméra, je m'en excuse, mais on voyait ça comme ça. Un bon exemple en décembre 2021, pour prouver la capacité d'Unreal Engine 5, pour valider Unreal Engine 5, on avait sorti cette expérience de Matrix Awakens, qui était donc un monde vivant, une ville gigantesque avec des voitures qui se conduisaient toutes seules, avec des piétons qui marchaient, qui prenaient des décisions autonomes. C'était déjà de l'IA, sans qu'on parle de l'IA. Et la façon dont on avait créé les cinématiques dans The Matrix Awakens, c'est qu'on utilisait un simulateur de véhicule automobile, là, et les animateurs, en fait, faisaient des courses, faisaient des poursuites dans la ville avec ça. Et puis, quand on trouvait qu'une était bonne, après, on allait la filmer. Mais on était capable d'utiliser toutes les capacités du moteur de jeu en termes de simulation pour créer notre scène. On ne s'amusait pas à keyframer des autos pour aller prendre des virages. On pensait que ça manquait de dynamisme. Donc, cet aspect d'utilisation, que j'appellerais des mécaniques de jeu, c'est quelque chose qu'encore aujourd'hui, on voit assez peu. Mais je pense qu'on va y venir et il faut donner du temps au temps. L'utilisation des moteurs de jeu et des plateformes procédurales devrait aider à faire ça. Mais on va y revenir. Avant d'y revenir, je voudrais parler un petit peu parler du futur du contexte économique, du contexte macroéconomique. Quand on est dans les marchés dans lesquels on est, la demande, elle est stable parce qu'elle est basée sur une denrée extrêmement rare qui est l'attention du consommateur. Et ça ne grossit pas. Vous voyez les chiffres ici pour les Américains qui passent 13 heures par jour à interagir avec du média. Je ne sais pas ce que ça donne en Europe, mais j'imagine que même si le chiffre est différent à cause des différences culturelles, la conclusion est la même, c'est qu'il n'y a pas vraiment de croissance. Ce 13 heures ne deviendra pas 18 heures, il n'y aura pas de croissance. Et en parallèle, on voit dans le graphique en dessous que le mobile a pris beaucoup de place dans cette consommation du média et que ça, c'est une tendance lourde qui va difficile à retarder. Donc, l'autre aspect, c'est qu'en valeur, ajustée pour l'inflation, il n'y a pas vraiment de croissance dans le marché du divertissement. Le point, c'est de dire que quand on introduit une nouvelle forme de média dans le marché, on va en prendre aux autres. L'autre aspect, c'est la désintermédiation de l'industrie. Ça, c'est des choses que vous savez très bien. Si vous avez besoin de plus de chiffres, je vous envoie regarder le travail de ce monsieur, Doc Shapiro, qui explique tout ça très bien. Et l'arrivée des créateurs dans le marché. Et donc, ces créateurs viennent compétitionner avec les professionnels. Si vous voulez des chiffres, sur Spotify, il y a 200 000 artistes vérifiés professionnels et il y a 11 millions de personnes qui partagent la vidéo, c'est près de 15 000 heures, et on ajoute 300 millions d'heures de vidéos sur YouTube à chaque année. Donc, ça donne une idée de l'évolution du marché. Donc, quand des nouvelles formes de divertissement arrivent sur le marché, des plateformes comme Roblox ou n'importe quoi, ça vient manger, forcément, ça vient taper dans un pool fixe, dans une quantité fixe d'attention des consommateurs. Et donc, ça crée de l'attention partout. On a vu que l'arrivée donc, il y a eu une commodisation des plateformes de distribution. Je ne sais pas si on entendait parler de Spotify, on parlait de YouTube. Je rappelle la statistique clé, 15 000 heures de production professionnelle par année en termes de contenu vidéo, mais 300 millions d'heures sur YouTube. Donc, la production professionnelle, Hollywood, vous, tout le monde, Bollywood, le Japon, c'est 0,02% de la quantité du contenu qu'on va trouver sur YouTube. Ce n'est pas une apologie de YouTube, c'est un constat de la réalité puis des ordres de grandeur. Et si l'Internet et le streaming a commodisé la distribution, ce qui va se passer, c'est que l'intelligence artificielle est en train de commoditiser la création de contenu. Et on va essayer de parler de cette intelligence artificielle que j'ai mise en gris parce que c'est un sujet compliqué, parce qu'il y a du bien et du moins bien par rapport à cette intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on ne va pas donner... si c'est d'un côté ou de l'autre, mais on va essayer justement de regarder les différentes facettes de cette intelligence artificielle. Donc on l'a dit, il y a eu la démocratisation, on a tous une caméra 4K dans nos poches, tout le monde sait faire de la vidéo. Avec l'IA, tout le monde va être capable de faire potentiellement de la 3D. Donc le dilemme de l'IA, c'est que le bon côté de l'IA,
de l'intelligence artificielle, c'est l'accélération. Si vous vous souvenez, 2018, on avait travaillé le premier rendu temps réel, le premier ray tracing temps réel avec la démo Star Wars qu'on avait fait avec Lucasfilm et NVIDIA. En 2018, on avait un rayon par pixel et à travers les techniques de machine learning, ce qu'on appelle le denoising et le fait qu'on est capable de deviner les pixels adjacents plutôt que de les calculer, et la divination est plus rapide que le calcul, c'est de la divination informée par l'intelligence artificielle, mais on devine quand même, on infère les pixels manquants, ça va faire qu'en l'espace de quelques années, on va avoir quasiment tous les jeux qui sont capables de supporter le ray tracing sur des GPU modernes. Vous prenez un outil comme Unreal, mais beaucoup de gens font ça, on est capable d'accélérer le calcul des déformations à travers des réseaux neuronaux. Il y a ce qu'on appelle les machine learning deformers. Dans la 5.5, on accélère le calcul de l'animation l'animation de vêtements en utilisant des réseaux neuronaux. Donc, on a gagné 10 fois en puissance de calcul gratuitement, juste par une petite couche de logiciel. Donc, l'IA, c'était l'accélération de l'accélération. Ce n'est pas l'IA génératif, c'est des réseaux neuronaux, mais c'est quand même quelque chose dont on a tous bénéficié. Bien sûr, l'angoisse, c'est que, comme les Américains, software eats labor, et ça, c'est quelque chose qui est inéluctable, mais l'intelligence artificielle générative telle qu'on la connaît, moi, je la conçois dans mon esprit, c'est comme un artisan. C'est une machine qui a beaucoup appris, qui a appris des tâches très spécifiques et qui est capable de les répéter de façon très efficace. Je pense que ça, c'est une évolution qui est inéluctable. On voit, par exemple, une compagnie comme Stability.ai qui fait des modèles d'IA spécialisés dans une tâche, par exemple la rotoscopie. Donc, l'IA, c'est un artisan, ce n'est pas du tout un génie créatif. Donc, il faut ça bénéficie les petites équipes qui, du coup, peuvent faire travailler des grandes équipes, et ça vient au prix de l'élimination de certaines tâches, de certains emplois. Et ça, la robotisation, l'automatisation, c'est quelque chose qu'on a connu partout, et puis c'est quelque chose qui vient nous rejoindre, nous, dans la création de contenu. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même assez inéluctable, cette automatisation de l'intelligence. L'IA comme un outil créatif, je dirais qu'on voit beaucoup, regardez cette image horrible que j'ai fait moi-même tout seul comme un grand garçon en 2 secondes. C'est une image qui n'a pas de valeur, c'est juste l'illustration dans un PowerPoint. Si vous pensez dans des contextes où on veut faire du contenu qui est vendu, l'IA n'est pas là. On va pas faire un film ou même un commercial en décrivant avec du texte. Donc, je pense que pour les professionnels, il faut avoir confiance dans son talent, dans ses capacités créatives, et puis de remettre l'IA à sa place, de cette espèce d'assistant, cette espèce d'artisan savant, mais en tout cas pas génial. Aux États-Unis, il y a une grosse discussion pour dire que l'IA n'est pas une transition technologique comme les autres, parce que l'IA générative est basée sur le pillage de la propriété intellectuelle des artistes. Alors ça, c'est une théorie qui est compliquée. Les gens de Hollywood, on l'a vu pendant les grèves d'acteurs, ont beaucoup d'angoisse par rapport à l'IA, et donc accusent les grands groupes technologiques de piller leur travail et donc de mettre ces outils à disposition. Ils disent, quand on fait la transition du cheval à la voiture, on n'a pas volé le savoir-faire des chevaux pour construire les voitures. C'est un argument compliqué, ce n'est pas vraiment vrai. Les progrès de l'industrie du fer et du métal, la ferronnerie, tout ça. Bon. Mais par contre, je pense qu'il est important de comprendre, c'est 2 choses. La chose numéro 1, il faut se rappeler du 0,02%. Parce que même si les gens de l'IA n'entraînent pas leur modèle sur les données copyrightées, c'est un volume très faible, 15 000 heures contre 300 millions d'heures. Eux, par contre, ils vont tout entraîner sur YouTube. Puis la notion de copyright, c'est quelque chose de bien compliqué. Il y a eu des demandes de dire on va contrôler ce qui se passe à l'entrée de l'IA, on va contrôler les données d'entraînement, puis on veut exclure les données qui sont sous copyright et droit d'auteur. Ça, ce n'est pas un concept facile à implémenter, parce que comme un exemple que j'ai pris ici, si on parle de robots dorés, à qui on attribue la paternité des robots dorés. À gauche, vous reconnaissez C3PO de Star Wars, mais à droite, c'est Maria de Metropolis 1930. La nature même du travail créatif est assez itérative et dérivative. On ne parlera pas d'Andy Warhol, il y a quand même beaucoup de choses, il y a quand même une évolution. Donc, où est-ce qu'on remonterait dans la chaîne d'attribution des copyrights, éventuellement pour faire soit de l'attribution, soit de la rémunération? C'est pas un sujet facile.
Donc, il n'y a pas de solution simple. Par contre, là, il existe des protections légales qui permettent de protéger la sortie de l'IA. Si vous essayez de faire de l'argent avec une version générée par l'IA de C3PO, eh ben il y a du DMCA aux États-Unis, il y a des lois sur les copyrights qui vont faire ça. Alors, je sais qu'on n'est pas en avance, on va parler des quelques pistes pour essayer de regarder le futur, étant donné ces réalités de marché, ces changements dans les consommateurs, l'arrivée de cette plateforme mobile, l'arrivée de ces plateformes 3D. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je dirais que ne rien faire est une option. Il y a une façon de faire qui essaie de surfer la vague technologique, puis d'engranger les gains de productivité, tout en sans changer vos techniques de production traditionnelles. Il y a toujours de la demande, en particulier dans le secteur de l'animation. Il y a toujours de la télévision, il y a toujours 50 week-ends pour lesquels il faut sortir des films. Donc, on peut se dire, je vais rester un expert dans mon domaine, dans la façon traditionnelle de faire les choses. Mais par contre, j'engrange ces bénéfices de l'IA en particulier. Par exemple, on regarde le travail que fait Adobe en ce moment avec Firefly. Là, Adobe vous amène au fil des releases de Creative Cloud beaucoup de capacités IA que vous avez juste à apprendre des nouvelles fonctionnalités. Même chose avec Autodesk, même chose avec Epic. Je peux saluer le travail de Seb de Guy chez Adobe là, qui est en train dans Substance de rentrer les Gaussian Splat et de faire tout un travail. Donc, continuez à faire plus avec moins de budget. Vous avez fait ça toute votre vie, vous pouvez continuer l'IA. Donc, je pense qu'il y a de la continuité. Donc, ne rien faire est une option. Par contre, ce qui peut être plus intéressant et plus intellectuellement intéressant, c'est d'accepter et d'embrasser ce changement. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'émergence de ces nouveaux outils dont on a parlé, qui offrent de la performance, des fois en temps réel, et qui offrent surtout des plateformes procédurales. Je parlais d'Unreal parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais dans une certaine mesure, Unity, Maya avec Bifrost, Houdini, Blender sont toutes des plateformes procédurales. Et l'intérêt de ces plateformes procédurales, que ça peut être la clé, ça pourrait être la clé pour la réduction des coûts de la création du contenu en favorisant la réutilisation, mais pas aux dépens de la créativité et pas aux dépens de la qualité. On prend un exemple d'une plateforme procédurale dans mon esprit. C'est les MetaHuman d'Unreal Engine. C'est un bon exemple. C'est une solution qui est packagée, qui est paramétrique et qui permet d'animer très facilement des humains, de faire des quantités d'animation, incluant des outils temps réel, d'animation de personnages. On peut également citer dans le domaine d'Epic le travail de l'équipe de Quixel sur les biomes paramétrables, où on utilise le fameux PCG, le Procedural Content Generator d'Unreal, et puis on est capable d'aller créer des kilomètres carrés de contenu qui sont plausibles avec très peu de manuels. Donc, cette automation qui vient du procédural, cette façon différente de travailler, de créer des rigs, de créer des procédures, nos artistes sont moins confortables avec ça. Là. Ils aiment bien travailler sur le résultat final, le polygone qui se retrouve à la fin. Mais là, il y a une vraie gestion du changement à faire pour faire rentrer des artistes techniques dans les pipelines et ces procédures. Maintenant, quand vous ajoutez une couche d'intelligence artificielle par-dessus ça, ces bases procédurales, on peut vraiment créer des choses qui sont extrêmement puissantes. On voit émerger beaucoup de systèmes. On voit émerger beaucoup de systèmes, par exemple autour de MetaHuman, qui font des NPC intelligents, des personnages non jouables intelligents, ou même des acteurs avec une certaine intelligence. Donc ça requiert une nouvelle approche où on ne fait plus de la minute d'animation ou des plans d'effets spéciaux, mais on est là, on veut bâtir un univers dans lequel on va être capable de raconter l'histoire et ou de partager l'expérience, donc d'avoir une approche fondamentalement, même si le mot n'est pas joli, transmédia, mais de revenir au temps où on fabriquait des décors et on arrivait après que nos caméras on tournait dans les décors, de revenir un peu à cette approche de découplage entre la création d'univers, le raconter l'histoire, une approche qui se prête beaucoup à la réutilisation, et surtout qu'avec les plateformes procédurales et l'intelligence artificielle, on est capable maintenant à moindre coût de créer des simulations, de créer des contenus qui sont valides et qui sont relativement peu chers et qui vont permettre de répondre aux impératifs de productivité. Je vous laisse sur un dernier concept. On voit je travaille avec quelques startups qui font tous à peu près la même chose, qui travaillent au niveau de l'histoire et qui utilisent les modèles de langage, les LLM, qui nourrissent des LLM avec la Bible des personnages, qui nourrissent les LLM avec toutes les backstories, les arcs narratifs, et qui vont utiliser un LLM dédié. Ce n'est pas un LLM qui a besoin de tout savoir sur l'Internet, c'est un LLM qu'on peut entraîner sur son univers, sur les règles de son univers,
Si on prend des univers comme Star Wars, il y a des planètes avec 2 lunes. Enfin, je veux dire, chaque univers a des caractéristiques. Mistborn, il y a des caractéristiques. Donc, utiliser vraiment ces modèles de langage comme un assistant, même au niveau des trames narratives qui vont nous permettre, on va lui nourrir notre création, puis utiliser la capacité du LLM pour gérer des histoires, des structures narratives, les notions de graphes narratifs qui sont là. Donc c'est un peu ça ce que je voulais vous laisser avec. Il y a certains secteurs du marché qui grandissent. Le jeu vidéo a du mal cette année. Les effets spéciaux ont du mal aussi. Le location-based entertainment, je travaille beaucoup avec Moment Factory ces jours-là. C'est un secteur qui est fabuleux et on déploie des contenus linéaires et interactifs dans des lieux comme le Palais des Invalides ou des forêts. On est capable de créer des marches de nuit, des expériences déambulatoires avec du contenu interactif, avec des lumières, donc une expérience multisensorielle. Et ça, c'est des marchés en pleine croissance. Si vous allez à l'Aquascope, c'est à Poitiers, je pense, vous allez voir un parc aquatique augmenté avec des expériences procédurales et du projection mapping dans l'eau. C'est aussi un travail de Moment Factory. Donc, les compétences que vous avez, ces mondes que vous sachez créer, il faut les concevoir comme, bien sûr, une façon de créer, de raconter l'histoire d'animation, ce qu'on aime tous beaucoup faire, mais aussi de penser à toutes les utilisations annexes et connexes qu'on peut faire de ces contenus, tous les nouveaux publics qu'on peut aller chercher, toutes les expériences, le déploiement. J'insiste là-dessus, pour moi, c'était une découverte et c'est un truc qui me fascine, d'aller déployer des contenus dans des forêts pour permettre aux familles de sortir le soir dans des parcs botaniques, comme on le fait à Kyoto ou à Los Angeles, pour avoir une expérience participative et active. Ça aussi, c'est le divertissement de demain. Alors, je sais que vous avez Pierre Hénon qui s'en vient et tout ça. Je ne veux pas lui prendre trop de temps. Je voulais vous remercier, m'excuser pour les problèmes techniques et puis j'espère venir à Angoulême bien vite. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marc. Voilà. Après ces applaudissements, moi j'avais une petite question et voilà pour conclure. Mais est-ce que les outils d'interprétation de données captées, notamment par des caméras, je pense à la manière de Wonder Dynamics ou plus près de nous en France avec Kinetics, ça peut également être des pistes? À 100%. Oui, c'est un aspect, bon, pas eu le temps de tout aborder ici, mais le fait que les systèmes d'intelligence artificielle ont une compréhension profonde de l'image est très important. D'ailleurs, moi, je ne suis pas un gros fanat du texte tout vidéo, mais par contre, le vidéo tout vidéo, vous allez voir, on commence à voir des choses absolument fabuleuses où non seulement l'IA va regarder l'image, mais comprendre la sémantique de l'image. C'est une voiture qui descend une rue et donc on va être capable de régénérer, d'aller rajouter de la neige dans la scène. Et donc ça, en termes de création de contenu, on va être capable de créer beaucoup de variations des contenus que nous, on a créés. Et ce n'est pas seulement dans l'espace 2D. L'ordinateur, comme tu le mentionnes, est parfaitement capable de comprendre le mouvement, la classification des objets, de savoir de remplacer une auto par une autre, de remplacer un personnage par un robot, comme tu as cité Wonder Dynamics. Donc oui, il y a énormément d'aspects de ces choses-là. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire, qui est un peu l'aspect sacro-saint, je pense qu'on voit arriver des intelligences artificielles qui vont nous aider avec les histoires, ces fameux graphes narratifs, etc. On va voir le travail d'InWorld.ai et de quelques autres startups. Très bien. Eh bien, écoute, on te remercie et puis on te souhaite une bonne nuit. Ça fait plaisir. Nous allons, nous, de notre côté, passer, comme tu disais, avec Pierre Hénon et Valérie Bourgoin. Tu vois, en fait, on ne change pas beaucoup d'amis. On reste des années après en relation et on va se retrouver sur scène. Ok, super. Alors, je vous souhaite une très belle journée à tous. À très bientôt.